Et yes, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Moi, je vais pas parler longtemps, mais du coup, moi, c'est Michael de l'équipe de Feedback et on est très content à la fois de vous accueillir et puis surtout de laisser la parole après à Céline pour un sujet dont on avait parlé fin de l'an dernier sur cette chose que sont les murder parties et comment on en fait, comment on en anime, etc. Puis je vais assez vite passer la parole à Céline. N'hésitez pas à interagir dans le chat, n'hésitez pas à lever la main s'il y a besoin, mais je pense qu'elle vous le redira. Et puis à profiter, à profiter. Donc voilà, je te laisse la main, Céline, du coup. Eh bien, merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Rassurez-vous déjà, il n'y aura pas de meurtre à la fin de la journée. D'accord? Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, pour pouvoir vous présenter un petit peu ce que c'est que les murder parties et la conception et l'animation, je vais déjà commencer par vous présenter le plan. On va faire une petite introduction historique pour savoir d'où est-ce que ça vient et comment est-ce qu'on arrive à parler aujourd'hui de jeu d'enquête ou murder party. Et ensuite, je vais vous présenter à la fois la conception du jeu, comment on a, quelle méthode on a, puisqu'il y a plusieurs méthodes qui existent, hein, il n'y a pas une seule méthode précise, comment on peut y jouer et surtout comment on l'anime, parce que l'animation joue beaucoup sur la murder party ou jeu d'enquête. Je débute par une toute petite introduction qui me concerne. Donc, moi, je suis issue du tourisme. À la base, je suis guide conférencière nationale. Mon objectif, quand j'ai commencé ma carrière, c'était de présenter des monuments et de parler de l'histoire, des us et coutumes, etc. Et en fait, mon parcours m'a amené un peu à droite à gauche, comme vous pouvez le voir, hein, puisque je fais pas mal de choses différentes. Et il y a peu de temps, il y a environ 3 ans, quand j'étais en office de tourisme, j'ai décidé de changer de stratégie et faire de la promotion de territoire, mais en ayant un aspect gamifié. Et donc, j'ai fait pas mal de recherches. On est parti sur comment mettre en jeu un territoire et comment le valoriser par le jeu, avec notamment des cartes de défis à se lancer sans forcément avoir les connaissances historiques, etc. Et on est parti sur le système des escape games et des murder parties. Et on avait dans notre réseau une personne qui savait faire les murder parties et qui nous a proposé une murder party pour notre programme de visite estivale et d'animation estivale. On a sorti 4 dates et autant vous dire qu'en moins de 10 jours, nos 4 dates étaient remplies. On avait 25 places. On s'est vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde qui était intéressé. Et on a donc complété on avait une liste d'attente, donc on a créé une date supplémentaire qui a été remplie sans communication. Donc, on s'est bien rendu compte qu'il y avait de la demande et on a décidé de suivre des formations sur la mise en jeu de territoire et le jeu sérieux, ce qui explique ma présence dans la communauté. Et on a par la suite commencé à un petit peu faire des recherches sur les murder parties pour pouvoir voir comment est-ce qu'on pouvait valoriser ces murder parties et le patrimoine en même temps. Donc voilà comment est-ce que moi je suis rentrée un petit peu dans ces murder parties. On est en train de développer un petit peu des techniques. On a pu souligner avec l'équipe avec laquelle j'ai travaillé à l'époque des mécanismes et des points qui vont vous être présentés au cours de cette conférence. Bien sûr, si vous avez des questions, j'y répondrai au fur et à mesure. Alors, avant de vous parler de la murder party, j'aimerais parler un peu d'histoire des formations professionnelles, pour ceux qui me connaissent, forcément. On va commencer par l'histoire, puisqu'en fait, les premières fois où on a entendu parler des murder parties, eh bien, c'était la marquise de Sévigné, donc au XVIIIe siècle, qui faisait ce qu'on appelle des soirées mystères et qui, au cours de la soirée, proposait à ses invités de résoudre une énigme qui était montée de toutes pièces. Donc, c'est l'ancêtre des murder parties ou des jeux d'enquête tels qu'on les connaît. Et elle était assez connue pour ses soirées mystères, puisque l'ensemble des énigmes était quand même assez bien ficelé. Par la suite, vous savez que dans les années 20, on a eu le courant du roman policier qui a bien émergé, et on a eu les premières parties autour des enquêtes, donc les murder parties, sur le même principe que les hunting parties, donc les parties de chasse, qui conservaient quand même toutefois une partie un peu plus légère, hein, puisque l'objectif, c'était de résoudre un crime. Tout comme pour la Dame de Sévigné, les participants
jouait le rôle d'enquêteur. Il ne jouait pas un personnage de l'histoire. D'accord? Ça, c'est important pour ce qu'on verra par la suite. Par la suite, on va avoir effectivement la Murder Party qui va apparaître dans les années 30 sous le format qu'on connaît un peu plus aujourd'hui et qui vient des États-Unis et qui va arriver en France et qui va faire l'objet d'un livre écrit par un Français qui s'appelle Henri Bordeaux et le livre s'appelle Murder Party ou celle qui n'était pas invitée. Ce livre-là, je l'ai cherché. On ne le trouve pas beaucoup sur le net. Hein, si jamais on a des friands de livres qui souhaitent faire un peu de recherche, il n'a pas été réédité, mais on peut trouver normalement sur eBay et Rakuten, j'en ai vu quelques-uns, mais après, ils ne sont pas forcément abordables. Donc ça, c'était vraiment l'objectif, c'était d'apporter un côté un peu léger sur un sujet tendance qui était la mode des romans policiers. Ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même eu des jeux de ce type-là. Et notamment, on a des traces de participation par Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre à des jeux d'enquête qui ont été organisés à cette époque-là. Vous voyez que ce n'est pas parce qu'on était sur une période de guerre que le loisir n'était pas forcément mis de côté. Et ensuite, on va passer dans les années 60 où les grands hôteliers de luxe en Angleterre, pour promouvoir notamment l'hôtellerie, organiser ce qu'on appelait des week-ends, en fait, tout simplement, autour des murder parties. Donc, l'ensemble des invités, enfin, de ceux qui venaient pour le week-end, avaient une enquête à résoudre au cours du week-end. Par la suite, en 1964, on a Gary Gygax qui commence à modifier ce principe de murder party où vous avez bien compris que les gens étaient enquêteurs mais ne participaient pas à l'histoire vraiment, pour débuter un vrai jeu de rôle où là, les participants vont incarner un personnage de l'histoire. D'accord? Bien évidemment, par la suite, ça va exploser puisque dans les années 80 arrivent tous les jeux de rôle, Donjons et Dragons, etc., qu'on connaît, et il va y avoir un énorme engouement. Tant et si bien qu'en 1986, le premier jeu Murder Party de société en plateau va sortir, qui s'appelle Vol de nuit pour la mort. Bien évidemment, hein, depuis cette époque-là, on va trouver plusieurs noms. Donc, on a jeu d'enquête, crime party, murder party. Tout ça, c'est la même chose. Ça a toujours? Donc, effectivement, c'est un Cluedo géant. Alors, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'histoire et qui veulent avoir les éléments que je viens de donner, bien évidemment, il suffira de m'envoyer un petit message. J'enverrai l'ensemble de ces éléments un peu plus détaillés. Alors, les murder party, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, hein, puisque je vous ai dit, ça a eu une interro à la fin, bien sûr. On a plusieurs formes, en fait, au niveau des murder party. Donc, dans ces murder party, qu'est-ce que moi j'inclus? J'inclus les concepts d'histoire de meurtre, de vol, mais aussi de kidnapping. Et ça, c'est important parce que des fois, on vous présente des murder party ou des jeux d'enquête, ce n'est pas forcément autour de meurtre. Et ça, c'est important, notamment quand on a un public qui n'est pas, on va dire, aguerri ou quand on a un public de jeunes adolescents, c'est peut-être mieux de jouer sur le vol que sur le meurtre. Donc, les joueurs, bien évidemment, quand ils sont en jeu de rôle, ils ont la possibilité de mentir. Ils ne sont pas obligés de donner la vérité de ce qu'ils ont comme information. Et c'est là où ça devient intéressant dans le jeu, hein, puisque dans la règle, forcément, quand on joue, on n'est pas forcément obligé de donner la vérité. Ce qui peut des fois corser un peu le jeu, c'est sympa. Dans ces cas-là, et c'est là où, je vais parler d'animation, le maître du jeu, hein, le MJ, que j'ai mis un peu partout dans ma présentation, lui, il a ce rôle de cadrer ce jeu pour pouvoir faire avancer l'enquête et potentiellement débloquer des situations qui ne sont pas forcément toujours pratiques. Alors, en concept, moi, j'ai dégagé 3 types de murder party. La murder party en ligne, c'est-à-dire en visio ou sur une plateforme. Ça veut dire que vous n'avez ni contrainte de lieu, ni contrainte de personnes. Et là, vous avez tout qui est en ligne et il faut débloquer à chaque fois d'une partie à l'autre les éléments pour obtenir des indices. D'accord? Donc, cette partie-là,
elle est intéressante, mais il faut bien prévoir des temps d'échange des participants pour que les informations circulent et pour pouvoir solutionner. Parce que forcément, dans une murder party, on ne joue pas tout seul. Et si on joue seul, on ne trouvera pas la solution. Donc, il y a quand même cette notion d'interaction qui est importante. Donc, si on travaille en ligne, il faut toujours avoir cette partie d'interaction à prévoir. On a ensuite, alors en exemple, j'ai la murder du château, puisque je suis en train de préparer une murder party que je vais tester en ligne. Donc, si jamais il y en a qui sont intéressés, bien sûr, il faudra vous inscrire. Marie, je note que tu es déjà intéressée. En fait, cette murder-là, sans trop dévoiler l'intrigue et sans trop dévoiler les éléments, la contrainte que je vais avoir, c'est qu'il va falloir que je crée des espaces virtuels dans lesquels, qui vont représenter en fait chaque salle du château, dans lesquels on va trouver des indices ou des éléments qui vont permettre de résoudre l'enquête. D'accord? Donc, voilà pour l'exemple. Ensuite, la deuxième catégorie de murder party, ce sont les joueurs qui incarnent un personnage. Alors ça, c'est un très bon système quand on a un groupe qui varie entre 6 et 30 joueurs. Plus, ça devient ingérable pour le maître du jeu, d'accord? Et moins, c'est pas drôle pour les participants. Donc là, vous recevez une carte participant avec l'ensemble de l'historique de votre personnage, généralement son ability et une mission. La mission, elle est importante parce que si jamais vous êtes le coupable, votre mission principale, c'est de ne pas vous faire prendre. Ça paraît logique. Mais si, par exemple, vous êtes, je ne sais pas, la meilleure amie de la victime et que votre mission, c'est de préserver le secret de la victime, eh bien, il va falloir que l'ensemble de votre jeu aille dans ce sens-là. D'accord? Et la troisième catégorie, c'est les enquêteurs. C'est celle qu'on a trouvée le plus dans l'histoire, puisque c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est là où les joueurs vont incarner les enquêteurs et ils vont devoir interroger des suspects, trouver des indices, et c'est à eux de résoudre une enquête, mais ils sont extérieurs à l'histoire. Les murder parties peuvent varier entre 1 heure pour les plus courtes, jusqu'à 5 heures, voire la journée, ou le week-end si jamais elle est montée de manière assez complexe. Donc, voilà un peu les 3 types de murder party que j'ai sortis de mon analyse. Alors, quels sont les objectifs de jeu? Ils sont multiples, tout autant que les groupes, et de ce que vous allez en faire. Alors, on a la coopération, la réflexion, l'amusement, la communication, l'esprit d'équipe, le leadership. Je vous ai mis plein de mots comme ça, mais en réalité, il y a plein d'autres choses. Je sais, Stéphane, que tu m'avais parlé notamment d'une murder party que tu voulais avoir en objectif de pédagogie. Donc, moi, j'ai créé une murder party pour un Halloween où l'objectif, c'était d'évaluer les connaissances d'une ado qui était je crois qu'elle est en première, quelque chose comme ça. Et donc, je me suis basée sur les programmes, Marie, c'était pour toi, pour pouvoir lui permettre de débloquer l'histoire. Alors, concrètement, comment ça se passe? Elle avait des énigmes ou des charades qui lui permettaient de définir et de trouver des noms de personnages de romans qui faisaient partie de la littérature qu'on devait avoir vue à ce moment-là, ou de la littérature française et anglaise. Et quand elle trouvait le nom, elle avait le droit d'interroger le personnage, parce qu'elle n'avait pas le nom du personnage. Voilà, c'est cette énigme-là qui lui permettait de connaître le nom du personnage et donc de pouvoir l'interroger. Donc là, on est sur un mécanisme où on peut effectivement aller sur de la réflexion pédagogique. Après, c'est vrai que ce n'est pas forcément les plus faciles, ni forcément les plus amusantes en fonction du mécanisme que tu trouves, en fait. Parce que là, par exemple, ce mécanisme-là n'était pas forcément super rigolo. Par contre, j'en ai trouvé d'autres qui étaient beaucoup plus rigolos, notamment sur l'aspect maths et sur l'aspect sciences et vie, puisque, en fait, j'étais partie sur les 3 matières, on va dire, majeures que tout le monde suit. Donc, l'objectif du jeu, c'est à vous de le mettre en place, c'est à vous de le choisir et de mettre en place les mécanismes en fonction de cet objectif. Donc, c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas perdre de vue. D'accord? Ça va toujours? Les maths, ça marche trop. Oui, ça, c'est vrai. Alors. Bonsoir, je me présente Philippe, prof de techno. Bonjour Philippe. La prochaine fois, promis, je mettrai de la techno dedans. Pas de souci. Alors, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Parce qu'en fait, quand on crée une murder party, il y a
2 éléments à bien maîtriser. Déjà, c'est l'histoire. Et la deuxième partie, ce sont les mécanismes. Donc, pour créer l'histoire, eh bien, j'ai fait une petite frise qui reprend un peu les éléments à suivre et les points clés quand vous créez une murder party. La première, c'est définir les contraintes et le cadre. Par exemple, si on vous commande une murder party, il faut connaître déjà le nombre de participants, où est-ce que vous allez la faire, est-ce qu'il y a des contraintes précises. Si je reprends la murder party du château que je vais faire pour 2023, eh bien là, j'ai des contraintes très précises en termes de salles, en termes d'objets qu'on peut toucher ou non, en l'occurrence aucun, donc ce qui ne m'aide pas forcément pour la construction de mon jeu. Quels sont les endroits où je peux effectivement faire des choses, cacher des objets ou pas, etc. Donc, le contrainte et le cadre, d'accord, la durée, etc. Ensuite, on va définir l'histoire, le personnage et leurs liens. Donc ça, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Quand on fait ça, il faut prendre en considération la demande du client, par exemple, ou la vôtre. Si jamais vous avez une période que vous préférez, si par exemple on va sur quelque chose de pédagogique, on peut choisir une période de l'histoire qui est au programme. Ça, c'est tout à fait faisable. Mais il faut bien le définir en amont. Ça va définir bien sûr les personnages et leurs prénoms et les liens potentiels. D'accord ? Ensuite, vous allez définir les mécanismes et le fonctionnement de la murder. Est-ce que ça va être une murder qui va être, par exemple, faite uniquement sur l'échange de données entre les participants? Donc là, on est sur des murders assez courtes qui font 1 heure, 1 heure et demie. Ou est-ce qu'on est sur une murder qui va s'appuyer sur des mécanismes qui débloquent des indices et auquel cas, on peut allonger notre murder party puisqu'il va falloir avoir ce qu'on appelle des ateliers ou des mécanismes précis de fonctionnement. Ensuite, la partie la plus longue, la rédaction, puisqu'il faut que tout soit, on va dire, au carré. Alors, je vais juste interrompre mon partage ici pour vous montrer ce que c'est que la rédaction, parce que quand je parle de rédaction, ce n'est pas forcément évident. En réalité, alors, je vais reprendre ma murder du château, puisqu'on a réalisé hop, le nouveau partage. Alors, où est-ce qu'il est apparu? Je vais le refaire là. Voilà. Alors ça, c'est un exemple sur la murder du château où on est sur la rédaction. Et donc, je vais disséminer des informations sur les protagonistes. Et il y a tout ça à rédiger, vous voyez. Donc ça, c'est un article qui va me permettre de donner une indication. Et ensuite, j'ai un deuxième article qui n'est pas aux mêmes dates, puisque ce n'est pas forcément ni le même journal, ni le même indice. Et donc, il faut aussi, si vous mettez des trucs un peu collatéraux comme ici, vérifier au niveau historique que tout fonctionne bien. Allez, on repart sur mon écran. Donc, la rédaction, ça prend quand même un peu de temps. Hein. Mais c'est assez sympa. Si jamais vous voulez faire quelque chose d'assez précis, ça peut être assez cool. Alors, par contre, je retourne ici. Parfait. Alors, c'est du game design, du narratif. Ouais, en fait, Céline, on a une question, je ne sais pas si tu veux la répondre maintenant ou garder pour la fin, qui est un peu, c'est qui l'équipe formidable qui fait tout ça et avec quelles compétences tout ça? Alors déjà, il faut une super créativité parce qu'il ne faut pas rester... il faut laisser libre cours à votre imagination parce que vous n'avez pas forcément un cadre. Il faut... alors, en concepteur pédagogique, je n'irai pas jusque-là parce que ça dépend de l'objectif de votre murder. Si effectivement, c'est une murder à destination d'un but pédagogique, dans ce cas-là, oui. Si jamais c'est uniquement du loisir, il suffit juste d'avoir un peu de passion, de suivre un peu ce que je suis en train de vous donner comme élément. Et logiquement, voilà, j'essaye moi de créer un cadre. En fait, on avait remarqué avec Mickaël qu'il n'existait aucun cadre et aucune formation sur la création de murder party. Donc en fait, la principale qualité qui est requise aujourd'hui, c'est la créativité et l'imaginaire. Après, il faut le tester pour voir si ça fonctionne. Et il y a un peu de sensibilité, vous voyez, sur
l'analyse des enquêtes que vous avez pu lire aussi. Parce que quand vous lisez une enquête ou quand vous regardez un film policier, c'est des mécanismes qu'on va retrouver dans ma Murder. Donc, c'est pour ça, je vais en parler un peu plus tard, justement, sur les techniques un peu plus précises sur qu'est-ce qui fait un bon coupable, etc., comment on crée ça. D'accord ? Alors, il y a aussi les techniques et les compétences pour canaliser les créativités. C'est du savoir-faire. Alors, oui, bien sûr. Mais moi, j'avoue que c'est plutôt ma créativité qui est mon moteur. Ceux qui me connaissent le savent. Yes. Et après, pour faire le lien, effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont rejoindre le game design, qui est un mot très large, en fait, et où, en fait, on est sur des choses où, en plus, ça dépend beaucoup de ce que vous voulez faire. C'est pas la même chose de faire, dans tes exemples, quelque chose en ligne, quelque chose à 100 personnes, quelque chose à 10, quelque chose de… Donc voilà. C'est pour ça que j'ai pris plusieurs exemples que je vais vous montrer après. Hein. Là, je suis un peu dans la théorie. Peut-être on te laisse après, avancer. Peut-être on te laisse avancer. C'est ça. Donc, la rédaction, vous avez vu, il faut quand même être assez précis là-dessus parce que c'est ce qui va permettre d'avoir les éléments suffisants en disant suffisamment, mais pas trop pour que la Murder puisse fonctionner. C'est pour ça que juste après, qu'est-ce qu'on a ? Le test et l'évaluation. La phase de test, elle est hyper importante parce que quand on va observer, vraiment, ça va permettre de savoir si on a trop dit, pas assez, et qu'est-ce qui manque pour que la murder party fonctionne comme sur des roulettes. Des fois, il ne manque rien et elle fonctionne dès la première fois. Ensuite, on fait le design et la version finale. Alors ça, je vous montrerai parce qu'en fait, moi, j'ai travaillé avec une graphiste sur une murder sous format carte. Et en fait, ça a son importance aussi. Et ensuite, la commercialisation ou l'animation, ça après, forcément, voilà. Il faut bien considérer que sur l'ensemble de ces 7 parties-là, l'ensemble de tous les éléments de la murder sont modifiables. Si vous voyez que ça coince pour une raison ou pour une autre, vous modifiez ce qui coince, d'accord ? C'est pas, y a rien de figé, quoi. Alors, ça ne veut pas marcher. Voilà, ça y est. Donc, les contraintes et le cadre, comme je vous ai dit, on va définir le profil des joueurs aussi. Est-ce que ce sont des gens qui ont déjà joué ou est-ce que c'est la première fois ? Donc, ça veut dire que dans l'explication, il faudra aller un peu plus loin et dans l'accompagnement. Définir les éléments qui constituent le lieu, ça, c'est hyper important. Et ensuite, eh bien, voir quelles sont les contraintes aussi budgétaires, de temps, etc. Et les attentes du client. C'est-à-dire que si jamais le client ne veut pas entendre parler de meurtre, mais qu'il est super chaud pour un vol, bah, vous partez sur une histoire de vol, tout simplement. Alors, c'est là où on va vous poser la question suivante. Qu'est-ce que c'est qu'un bon coupable ? Alors, j'ai fait un super Google Form et je vous invite à y répondre. Je vais vous laisser quelques minutes pour y répondre pour pouvoir savoir qu'est-ce que c'est qu'un bon coupable à votre avis. Qu'est-ce qu'il faut pour que le coupable soit désigné ? Alors, je vais réactualiser. Vous avez quelques minutes pour y répondre. J'ai renvoyé le lien avec un H devant pour que ce soit cliquable. Ah, pardon. Bon, vous voyez que l'informatique n'est pas forcément toujours le mot fort. Alors, bien sûr, Florian, tu n'as pas le droit de répondre. Voilà, puisque Florian m'a aidé à la relecture de mon PowerPoint. Donc, il est déjà au courant de qu'est-ce qu'il fait. Alors, ça y est, j'ai 7 réponses. 9, 10, c'est bien. Non, tu ne peux pas tricher. 12. Alors, qu'est-ce qui a été mis un peu ? Alors, il y a un peu de tout. Sa créativité, j'aime bien. Ah, voilà. Alors, il y a des éléments qui sont relativement bons, mais il manque un élément à chaque fois. Alors, là, on est à 16. Ce que je propose, c'est que je vais partager cet écran-là pour que vous puissiez voir un peu les réponses. Est-ce que c'est bon ? Vous êtes sur le Google Form, là ? Ça marche, ouais. Ouais, super.
Alors, j'ai les preuves, le mobile, preuve plus aveu si on y arrive, un alibi bancal, un alibi qui coince, les manœuvres collectives, les enjeux individuels, le contexte, la créativité, l'absence d'alibi, ou alors alibi qu'on a pu nier, le motif du meurtre, le lien avec l'histoire, la personne qui a une sale tête, ouais, ça marche pas trop ça. Un mobile, le mobile, l'arme, les traces de sang. Alors attendez, hop, les traces de sang, j'en suis où? Sur son manteau. Un coupable, c'est celui qui ressemble au méchant dans Usual Suspect. Alors ça c'est bon. Je considère que c'est une très bonne réponse. Des erreurs dans les faits, coincés par les autres, un personnage qui n'apparaît pas comme le premier suspect. Alors ça, c'est un mécanisme de la murder, effectivement. Un mobile non justifié, une victime, la ruse. Ok, alors, je vais vous donner la réponse qui est la suivante. Hop. En réalité, un coupable se reconnaît par 3 éléments. Le mobile, le moyen et l'opportunité. Et ça, c'est quelque chose que vous trouvez dans les crimes, les vrais. C'est-à-dire que si jamais vous voulez coincer un vrai criminel, il faut forcément les 3 éléments-là. C'est une base de criminologie. Donc, le mobile, voilà, c'est la seule chose que vous pouvez ne pas avoir dans un crime quand c'est un crime gratuit, par exemple. D'accord? Mais généralement, on commence toujours par connaître le mobile. Le moyen, c'est-à-dire l'arme, généralement, on appelle ça un moyen. Et l'opportunité, c'est-à-dire le temps pour pouvoir commettre le crime. D'accord? Ce sont ces 3 éléments-là qui vont définir votre coupable. Et c'est là où on va pouvoir s'amuser quand on crée l'histoire. C'est que vous pouvez donner à l'ensemble de vos personnages 1, voire 2 de ces éléments-là. Tant qu'il n'a pas les 3 éléments, ce ne sera pas votre coupable de l'histoire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, cette partie-là? Ça, c'est vraiment le côté le plus important dans notre histoire. Alors, selon les contraintes, certains éléments, ils peuvent être déjà déterminés. Par exemple, si jamais vous avez une murder party qui vous est commandée par un superbe hôtel qui date des années 20, pour faire quelque chose d'assez sympa, vous pouvez caler à cette époque-là. Donc là, vous n'avez pas besoin d'aller chercher. Ce sont des éléments de votre contrainte. D'accord ? Il faut faire attention quand vous faites des murders ou des histoires forcément d'époque, de n'importe quelle époque, à éviter les anachronismes, forcément. Et vous pouvez faire un schéma qui vous permet d'avoir plusieurs suspects. Donc ça, on va le voir après. Alors, je m'excuse par avance, je vous prie de m'excuser par avance de la photo. Mais voilà, c'est le truc le plus difficile à schématiser. Et mais je vais vous l'expliquer quand on va le voir. D'accord ? Et dans l'histoire, il faudra proposer plusieurs suspects. L'idéal, c'est que tous les personnages sont suspects. Ça, ce serait vraiment top parce que ça permet vraiment de donner plusieurs pistes différentes. Et le coupable qui peut, je sais qu'il y en a qui aiment Hercule Poirot, la mécanique du coupable qui est soupçonné depuis le début, alors moi je vous la déconseille. Elle peut être utilisée, mais il faut la faire vraiment avec un doigté et une précision de folie parce que ça peut avoir un vrai impact sur votre durée de jeu. Ça, c'est comme si vous avez quelqu'un qui fait une bourde. S'il fait une bourde, votre jeu, il va falloir essayer de le rattraper, voyez. Donc, c'est pour ça que cette mécanique-là, moi, je vous la déconseille. Elle est un peu dangereuse. Et donc, c'est toujours celui qui va avoir les 3 éléments qui va être coupable. Et c'est pour ça que le dernier indice, ce sera toujours celui qui va invalider l'alibi du coupable ou qui va le relier directement à l'arme du crime. D'accord ? Donc, dans votre mécanisme de distribution des indices, il faut toujours que ce soit dans les derniers. Si vous commencez par ça, votre enquête, c'est pas forcément terrible. Alors, oui, effectivement, Un couteau tiré, c'est un très bon film, justement, avec ce genre d'enjeu-là. Ça marche très bien sur du narratif, de livres ou de films. Après, sur la murder party, comme je vous dis, il faut vraiment faire attention à ça. Alors, pour créer l'histoire, donc on va prendre une page blanche. Donc, vous prenez une feuille blanche, d'accord ? Vous allez mettre au centre la victime.
Et vous allez créer, vous voyez, toutes des ramifications. Alors, je vous ai dit que c'était très pourri, hein, on va le voir juste derrière. Voilà, c'est le mieux que j'ai pu faire en termes d'image. Et en fait, vous allez créer donc des ramifications à partir du centre de la victime et donc de quoi elle est morte, etc., avec l'ensemble des personnages de votre histoire. Donc, par exemple, là, on a le père, le frère, le prêtre, l'ami, la femme de chambre, la bonne, le cuisinier, la sœur, le père, la mère, etc. Et vous allez mettre, vous voyez, plein d'annotations, j'écris très mal en plus, où vous mettez des mobiles, potentiellement quelque chose qu'il sait sur la personne, mais que personne d'autre ne sait, etc. Et c'est ce qui va vous servir de base pour la rédaction derrière des cartes. Vous savez, je vous ai parlé des cartes personnages, c'est ce qui va vous aider à écrire tout ça. On va revenir juste précédemment, parce qu'il y a les motifs. Les motifs principaux, c'est des motifs que vous trouvez dans toutes les histoires d'enquête, finalement. Vous allez avoir la jalousie, l'argent, l'amour, ça c'est, j'ai envie de dire, le trio gagnant. Le secret de famille, ça peut être excessivement intéressant de jouer sur ça. Le mensonge, j'ai mis 3 petits points parce qu'en fait, vous avez plein de trucs. Alors, je vois qu'Ariane me dit qu'il faut être un peu psychologue. Alors oui, il faut connaître un peu la nature humaine et savoir un peu ce qui peut pousser les gens à passer à l'acte, que ce soit pour un vol ou pour un meurtre. Donc, si jamais vous voulez, la chaîne 43 de la TNT, c'est Discovery Investigation. Et là, vous avez toutes les histoires possibles. Donc, si vous êtes en manque d'inspiration, vous pouvez aller là-dessus. Bien évidemment, l'ensemble de ces éléments, ils vont servir à déterminer donc, des mobiles, mais aussi des opportunités, etc. Ça peut aussi être une action qui est faite parce que ça sert ça sert un bénéfice personnel d'un personnage. Par exemple, quelqu'un sait que, je ne sais pas moi, un tel a des difficultés, il va faire passer ce personnage-là pour le coupable alors que c'est lui qui l'a fait parce que ça lui permet d'avoir un bénéfice derrière. Ou ça peut être au bénéfice d'un autre personnage, par exemple, protection, manipulation, extorsion. J'ai par exemple fait une murder party où effectivement, un des mobiles, c'est la protection d'un autre personnage. Donc, c'est un peu de l'autodéfense, mais vu qu'il n'avoue pas son crime dès le départ, ça reste un meurtre. Donc, ça, vous pouvez vous amuser à faire ce genre de choses. Moi, j'avoue que je gribouille pas mal. Ça permet de bien avoir une idée aussi des ramifications et de qui c'est quoi et de qui est en lien avec qui. Hein, vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis des tirets, etc., pour savoir qui fréquente qui et avoir des bulles de relations. Les indices. Parce que dans tout ça, je vous parle beaucoup des personnages, des mobiles, etc. Mais les indices ne sont pas à négliger, bien sûr, puisque les indices vont permettre d'arriver à notre coupable. On est d'accord? C'est pour ça que quand vous allez créer vos indices, il va falloir que vos indices soient classés du moins important au plus important, puisque c'est le moins important qu'on va trouver d'abord et le plus important qui va permettre de définir le coupable. Généralement, on commence par les indices de constatation des blessures corporelles quand on parle d'un mort ou d'observation du lieu si jamais on est sur un vol. D'accord? Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est ce qui va permettre d'avoir les premières bases de l'histoire et qui va donner les premiers indices. Après, le maître du jeu peut débloquer une situation en proposant une carte surprise, par exemple. Alors ça, on le faisait pas mal. Par exemple, on avait une murder party où on voyait que ça moulinait un peu, les gens n'arrivaient pas à tirer les fils de l'ensemble des informations qu'ils avaient. Et donc, on va avoir un personnage, on choisit. On donne la carte qui peut être, par exemple, on vient de trouver le journal intime de la victime et on la donne à cette personne-là. Et ça débloque en fait des situations. Donc, ce n'est pas des indices qui étaient sur la salle de crime, mais qui peuvent débloquer ça. Ça, ou par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que j'avais fait la dernière fois aussi qui était intéressant. Quand on voit que ça bloque, on peut aller donner un indice qui n'a pas été trouvé sur la scène de crime, mais qui a été trouvé ailleurs. Exemple, l'arme du crime qui est planquée ailleurs. On peut aller le donner en disant, attention, on vient de fouiller cet endroit-là, on a trouvé. Ça débloque bien les situations, c'est plutôt pas mal.
Donc, c'est pour ça que je vous disais l'exemple avec le ticket gagnant. Donc, ça, c'est une murder party qu'on commercialise sous format carte. Alors, je vais vous la montrer assez rapidement. Un tout petit instant. Puisque, en fait, cette murder party-là, elle se joue à 6 plus un MJ, un maître du jeu, donc. Et je vais vous les montrer. Alors, je ne vais pas forcément les ouvrir parce que ça va prendre encore 20 ans. Par contre, vous avez ici les cartes avec les cartes personnages. C'est bon, vous les voyez? C'est bon, on voit. OK. Donc, avec des indications sur la personne. Donc, par exemple, ici, on voit David en couple avec la victime au moment du meurtre, etc. Donc, la mission, là, c'est de trouver qui a tué la victime. Et on a les indices. Donc, ça, c'est un texto. Ça, c'est pour pouvoir analyser un indice. Ça, c'est la possibilité pour les joueurs de tuer un personnage s'ils estiment que le personnage est à deux doigts de savoir qui a tué. Donc, ça, généralement, c'est les meurtriers qui les ont. Voilà. Et ensuite, on a, vous voyez, d'autres indices. Et forcément, tous n'ont pas la même importance. Et donc, c'est pour ça que j'ai ça, qu'il faudrait peut-être que j'arrive à retourner. Hop, voilà. Qui est la... Comment je pourrais dire ça? La règle du jeu. Où en fait, vous avez donc le déroulé. Vous avez également l'histoire à raconter. Donc, quelle est la situation? Et après, vous avez les indices donnés les uns après les autres. Vous voyez? Donc, le moins important, c'est la blessure du type coupure d'environ 10 cm sur le thorax. Ensuite, on a la plume de poule qui est retrouvée sur le corps, etc. Et c'est le déroulé de ces indices qui vont permettre d'éliminer, ou pas d'ailleurs, les suspects. Ça va toujours? Alors, ouais. Il y a j'ai vu quelques qu'il y petites avait... questions, Voilà. mais je te propose qu'on les prenne peut-être à la fin aussi pour te laisser... Ben, je sais pas. alors, je vais peut-être regarder, le maître du jeu supervise et intervient pour débloquer la situation. Alors oui, c'est hyper important parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'histoire de la murder. Il y en a qui sont par exemple timides et qui ne veulent pas aller voir les autres, ce qui est assez bloquant, notamment quand ils ont des personnages clés. Ça permet aussi de ne pas aller ni trop vite ni trop lentement, parce que quand on commence à avoir une lenteur qui s'installe dans la murder party, autant vous dire qu'on perd tout le monde. Donc, le MJ a un rôle central et c'est ce qu'on va voir dans l'animation après. D'accord? Et tu avais une autre question qui était sur est-ce qu'on explore les lieux pour trouver des indices? Alors, ça dépend du type de murder party. Si jamais vous faites une murder party jeu de rôle, c'est le top. Parce que là, vous pouvez farfouiller, etc. Quand vous avez une murder party, vous avez le droit de toucher à rien. Globalement, en fait, c'est le MJ qui va dire tu me donnes ta carte indice. Là, tu as farfouillé dans les livres et là, tu trouves ça. Donc, ça dépend de la contrainte de lieu et ça dépend de ce qui est possible aussi en termes budgétaires. Et si jamais on a des personnages qui peuvent jouer le rôle ou si on est obligé, ou c'est le MJ qui doit donner, par exemple, le témoignage. Vous voyez? Ça, c'est tout à fait possible. C'est même assez sympa. Mais par contre, voilà. Et alors, pour répondre aussi à Valérie qui posait la question, le maître du jeu est constamment au milieu des participants. Sa plus grande difficulté, c'est de fermer sa bouche parce qu'il ne doit pas dire ce qui se passe et il doit écouter ce que disent les autres. Et il n'a pas le droit de les aiguiller. Alors, je suis repartie sur mon partage d'écran, donc on est bon. Les mécanismes. Alors là, j'ai mis plusieurs mécanismes, sachant que ce que je vous ai mis là, ce n'est pas forcément des mécanismes, on va dire... Enfin, ce n'est pas la totalité. D'accord? On peut avoir des codes, par exemple. Si jamais vous avez des coffres à ouvrir avec des indices à l'intérieur, vous avez des défis à réaliser en un temps imparti, qui permet notamment de le faire quand vous avez une centaine de participants à votre murder party pour éviter que les gens s'ennuient. Vous subdivisez en groupes et c'est celui qui atteint le premier la fin de l'atelier, parce que vous avez un temps imparti, qui obtient un indice supplémentaire. Vous voyez? Ça permet aussi de créer des différences entre les groupes, ça peut être intéressant. On peut obtenir des points ou cristaux. Alors ça, c'est une murder qu'on a réalisée dans un collège, pour reprendre Stéphane et Marie, l'histoire de la pédagogie, où on avait des défis, pareil, arithmancie. Alors, c'était sur le thème Harry Potter, hein, on n'a pas été très originaux, hein, pour le coup. Et on avait un défi en fourche-langue où il y avait une dictée. Ils avaient un truc en maths à solutionner. Ils avaient
des ateliers en sport à faire aussi, et ce qui permettait d'obtenir des points pour obtenir par la suite un avantage par rapport aux autres groupes. Ensuite, vous avez le lancer de dés, bien sûr, l'objet caché que j'ai mis 3 fois, tellement j'étais motivée par les objets cachés. L'analyse d'indices, donc avec les loupes que vous avez vues tout à l'heure sur les cartes. Ce qui marche bien, c'est quand vous lancez une rumeur. Alors là, en maître du jeu, ça peut être très intéressant quand vous voulez complexifier un peu votre histoire. La carte indice qui permet à certains joueurs d'obtenir un indice qui n'est pas forcément prévu. Donc ça, c'est bien pour, par exemple, les enquêteurs qui peuvent avoir la possibilité d'avoir accès à un truc en plus par rapport aux joueurs lambda qui représentent un citoyen, par exemple. Lettres et articles de journaux, donc ça, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur la rédaction qui est en cours. Et la carte meurtre qu'on a vue tout à l'heure qui permet d'assassiner celui qu'on suppose être trop avancé dans l'histoire. Donc ça, c'est généralement les coupables, mais ça peut être aussi des gens externes qui veulent protéger les coupables. Vous voyez, ça peut... Donc ça, c'est des mécanismes qui permettent à la fois d'obtenir des infos, de faire avancer l'histoire, de créer aussi un petit peu des difficultés. Et il y a des énigmes aussi, je vois, sur le concept de l'escape game. Ça, c'est tout à fait possible. En fait, comme je vous ai dit, votre imagination, elle est la bienvenue là-dedans parce que ça dépend aussi de vos contraintes et de ce que vous pouvez faire. Alors, pour l'objectif, si on trouve, ça dépend en fait de votre objectif de base qu'on a vu tout en haut. C'est soit, effectivement, on a l'objectif de travailler tous ensemble pour définir qui est le coupable, auquel cas, vous êtes tous enquêteurs. Et si jamais vous trouvez chacun dans votre coin, c'est parce que vous incarnez un personnage et vous devez peut-être avoir une autre mission. Et que votre mission, ce n'est pas forcément de trouver le coupable. D'accord ? Donc, c'est pour ça que ça, c'est à définir bien en amont. Alors ensuite, la rédaction, comme je vous l'ai dit, c'est l'étape la plus difficile puisque vous avez déjà votre histoire, c'est votre contour de jeu. Et elle peut être simplifiée si vous savez déjà quels éléments vont où. Alors, je vais juste vous montrer un joli tableau Excel que je suis en train de réaliser pour vous donner un peu une idée sur une murder party donc, qui était toujours la même, ma fameuse murder party au niveau de mon château où j'ai réalisé un magnifique tableau Excel. Alors, ceux qui participeront, ça ne vous dira rien du tout de ce que j'ai écrit, n'est-ce pas? J'aime bien la tête de Marie, c'est assez invivable, on est d'accord. Mais en gros, je simplifie mes informations pour pouvoir derrière mieux rédiger l'ensemble de mes indices et de mes éléments. Donc, l'alibi, alors juste, ARJ, c'est les articles de journaux, le PP, c'est présentation personnage. Après, ça, on va dire que c'est mon jargon à moi. Mais voilà, ça vous aide forcément dans la rédaction. Donc, c'est toujours intéressant. Pardon ? J'ai cru qu'il y avait une question, pardon. Alors, ça me donne envie de tester une murder party. Mais dès que j'ai fini, je lancerai une invitation et ce sera avec plaisir parce que justement, j'ai vraiment besoin qu'elle fonctionne, celle-là. Donc, plus on est de fous, mieux on sera. Alors, là, on est bien reparti sur la rédaction. Donc, moi, je vous ai montré mon tableau Excel. C'est ma méthodologie, c'est celle que moi, j'utilise, sachant qu'il peut y avoir d'autres éléments et que, bien évidemment, si vous fonctionnez d'une autre manière, c'est aussi bien tant que vous y retrouvez, en fait. Et on part sur l'animation, donc la dernière partie. Florian, en relisant mon PowerPoint, m'a dit « Mais comment est-ce que tu distribues le rôle ?» Eh bien, c'est simple. Soit vous connaissez vos participants et auquel cas, vous faites en fonction de la personnalité de vos participants, ce qui permet d'avoir un jeu très intéressant. Soit vous ne connaissez pas vos participants et vous distribuez un peu de manière aléatoire. Et alors, si jamais vous arrivez à définir, et là, il faut être très fin psychologue, qui pourrait être un parfait coupable, sautez sur l'occasion. Moi, j'ai fait ça une fois où j'ai vu rentrer un mec, je l'ai vu, j'ai dit « Lui, c'est mon coupable ». Je lui ai donné la carte, il m'a renversé la murder party, il a réussi à faire accuser quelqu'un d'autre. Voilà, donc globalement, vous pouvez bien rigoler quand vous êtes maître du jeu dans ce genre de truc.
Le maître du jeu peut endosser un rôle. Moi, ça m'est arrivé sur le ticket perdant que je vous ai montré en format carte, vous savez, qui est designé déjà, puisque en fait, la murder de base, c'était avec mes amis et ils étaient censés m'avoir tué. Donc, j'étais en fait la victime. On fait généralement un brief commun à tout le monde, mais le maître du jeu a pour objectif de passer auprès de chacun des participants pour vérifier qu'ils ont bien compris, pour répondre à leurs questions et pour éventuellement les briefer personnellement, notamment quand ils ont des cartes en plus ou un rôle un peu particulier, etc. Donc, ça prend du temps, mais il faut le faire et ça peut vraiment rendre une murder party assez sympa. Alors, le maître du jeu a aussi un rôle essentiel quand on a un coupable qui n'a absolument aucune imagination. Ça arrive, et auquel cas vous sortez les rames. D'où le fait qu'il faut bien choisir un peu son coupable. Donc voilà, donc, si jamais, bien évidemment, votre coupable fait un lapsus, ben, j'ai envie de dire, là, votre choix de coupable était vraiment très mauvais, parce que votre murder party, elle sera un peu dead, quoi. Voilà. Alors après, vous faites soit en challenge, soit en coopération, ça dépend comment vous avez choisi vos mécanismes. Alors, j'ai mis une affiche, en fait, cette murder party-là, par exemple, c'était une murder party en coopération. Chaque participant devait parler avec les autres pour savoir ce qu'eux savaient. Alors, la grosse difficulté de celle-là, c'est qu'en fait, on l'a commercialisée, mais que c'était que des gens qui ne se connaissaient pas qui venaient. Donc là, le rôle du MJ, il est hyper important. C'est de faire un peu l'icebreaker entre chaque partie. Donc, est-ce que tu as parlé à machin? Est-ce que tu as parlé à truc? Ben, essaye d'aller voir machin, etc. Voilà. Donc, c'est assez sympa à faire. Après, il faut, quand bien sûr, ce sont des groupes qui se connaissent, hein, pour ceux qui veulent faire ça en incentive, par exemple. Alors là, vous pouvez y aller. Et alors, si vous arrivez à obtenir des infos sur les personnes avant, ça peut être vraiment très rigolo de donner, par exemple, la carte du coupable à quelqu'un qu'on ne soupçonnerait pas, parce que ce n'est pas du tout une personne extravertie, etc. Et que ça peut être vraiment sympa. Bien sûr, vous continuez à mettre vos questions dans le chat. Hein, je vais y répondre. Je vous ai remis ici le déroulé, parce que le maître du jeu, il faut qu'il connaisse ce déroulé du jeu par cœur. C'est ça qui va déterminer la réussite du jeu aussi. Donc, il faut bien choisir son MJ. Ensuite, la partie test, quand vous la faites, elle est essentielle parce qu'il faut surveiller un petit peu tout ce qui se passe, vérifier que l'histoire elle est cohérente, que le niveau de difficulté il est suffisant. Par exemple, moi, j'ai déjà fait une murder party où mes participants connaissaient déjà les principes des murder party. Ils m'ont dit c'est super simple ta murder, mais les ateliers sont intéressants. Donc, en fait, il faut que je la complexifie. Voilà, donc en fait, il faut préparer la phase de test avec la venue de personnes extérieures. Ça, c'est bien, qui permettent d'observer aussi et de voir s'il y a des trucs qu'eux, ils peuvent voir. Parce que vous êtes dedans, votre murder party, depuis quelques semaines, donc vous la connaissez bien. Mais si jamais vous pouvez avoir des gens extérieurs, c'est bien. Et donc, essayez d'écrire ce que vous voyez. Ça, c'est hyper important parce que vous risquez d'oublier. Parce que quand vous avez 1 heure à 1h30 de murder party, si vous ne l'écrivez pas, bah, vous n'allez pas vous en souvenir. Et bien sûr, l'évaluation, hein, c'est par l'observation que vous allez pouvoir évaluer. Est-ce que c'est bien? Est-ce que les joueurs se comportent bien aussi? Est-ce que parce que l'histoire fonctionne bien? Est-ce qu'ils ont de la difficulté? Ou pourquoi? Voir si c'est normal dans votre conception de jeu et dans vos mécanismes. Est-ce qu'au contraire, c'est trop facile? Et enfin, vous recueillez bien sûr l'avis de vos participants par des questionnaires et où vous prenez le temps de parler avec les joueurs. Ça, c'est super important parce qu'il y a ce que vous observez, mais il y a ce qu'eux vont ressentir quand ils vont le faire. Est-ce qu'ils y ont pris du plaisir? Est-ce qu'ils ont trouvé que c'était trop difficile? Est-ce que ça… Voilà. Et tous ces éléments-là vont vous permettre d'améliorer votre technique. Je vous ai déjà parlé des exemples concrets en termes d'animation, puisqu'on en a parlé un petit peu. Juste une petite chose, je vous ai mis aussi qu'on avait fait une murder party au niveau du collège Saint-Michel de Pierre-Latte, dans la Drôme. On avait 200 élèves à gérer. Ça fait quand même un peu de monde. Et en fait, on a terminé la murder, c'était en fait un vol, par un défi au lancer de dés. Et chaque point fournissé permettait de récupérer des points de l'équipe adverse. Et c'était celui qui avait le plus de points qui pouvait récupérer l'objet qui avait été volé. En l'occurrence, la pierre philosophale. Je vous ai dit, on était parti sur du
Harry Potter. Alors, comment je justifie le temps? Le temps de… Est-ce que tu peux préciser ta question, s'il te plaît? Le temps de jeu ou est-ce que le temps… Le temps de jeu. Ouais. Alors, tu le justifies soit parce que c'est une contrainte, on t'a donné 2 heures pour faire ta murder party, soit parce que toi, ton histoire, tu sais qu'elle va durer 1h30 et qu'au final, tu n'as pas forcément envie qu'elle dure plus longtemps. Généralement, quand on commercialise ça, on n'a pas forcément envie que ça nous dure trop longtemps parce qu'après, ça veut dire que tes coûts, notamment en RH, vont monter, forcément. Puisque quand tu dois payer quelqu'un à l'animation, si jamais tu n'as qu'une seule session, forcément, ton chiffre d'affaires ne va pas être excessif puisque tu l'auras vendu en one shot. Si jamais tu en fais 10 dans la même journée d'une session d'1 heure, par exemple, là, tu vas avoir ton chiffre d'affaires proportionnellement. Donc, en fait, voilà, ça dépend de ton business plan, ça dépend de tes contraintes, en fait, si tu es sur du loisir ou si jamais c'est sur du pro. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vais rester à votre entière disposition si vous souhaitez aussi avoir des informations supplémentaires sur les exemples que j'ai donnés parce que j'en ai donné plusieurs. Et qui ont tous des mécanismes différents. Et pour la fin de la murder, j'ai mon chat qui vient dire bonjour. Voilà. Yes, merci. C'est assez complet. Je pense qu'il y a encore quelques petites questions. Ouais. Moi, si on a un peu de temps, on peut prendre un petit peu de temps en plus pour prendre des questions. J'ai diffusé en même temps un petit questionnaire pour ceux qui veulent tout de suite donner des retours, donner un mail pour être tenu au courant de la suite aussi, tout ça. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y en a qui veulent, ou des remarques, ou des gens qui ont découvert aussi. S'il y en a qui veulent le faire par texte, allez-y. Et s'il y en a qui veulent le faire de vive voix, c'est bienvenu aussi. Merci déjà pour les premiers retours. Merci. C'est vraiment cool. Normalement, il n'y a pas quelqu'un qui devrait hurler à ce moment-là et disparaître de l'écran, non? Non, j'ai pas prévu. Moi, j'aurais 2 questions pour toi, Céline. Oui. Oui, puis je comprends mieux pourquoi mon chat n'arrête pas d'hurler depuis avant. La première, est-ce qu'on peut considérer ou appeler une murder party sans MJ? Alors, c'est compliqué parce que le problème, c'est que dans ces cas-là, qui est au courant qui est le meurtrier et comment est-ce que tu arrives à dispatcher tes indices? C'est d'où la question. C'est ça. Je pense sincèrement qu'il faut toujours avoir un animateur. Alors, la question qui se pose aussi et qui a été évoquée avec Florian, qui est présent, alors sous le nom de Dwarf Power, parce que voilà, les nains sont les meilleurs, n'est-ce pas? En fait, on a évoqué le système de proposer potentiellement des murder parties aléatoires sous forme d'application. Mais auquel cas, c'est l'application qui fait le MJ. Mais dans tous les cas, tu auras forcément quelqu'un qui va diriger ton jeu. Tu ne vas pas pouvoir le faire comme ça en lançant. Ok, donc on peut considérer sous forme d'automatisme, quoi. Soit un tas de cartes, soit une IA, ça ferait la job. Puis la deuxième, tu fais partie de l'histoire pour concevoir en fait un murder party, mais est-ce que tu inclus au bout d'un moment les profils est-ce que tu travailles sur les profils des joueurs, que ce soit sous forme de persona ou autre, ou pas du tout? Non, c'est compliqué parce que soit tu connais déjà tes joueurs. Moi, en l'occurrence, par exemple, sur la murder party du château, je les connais parce que c'est ma meilleure amie qui se marie et qui veut l'organiser, donc je connais déjà les participants. Mais ça m'intéresse que moyennement de les avoir dedans parce que ça prend beaucoup plus de temps, parce que dans ces cas-là, il faut être beaucoup plus juste en termes de personnalité et auquel cas tu perds un temps phénoménal. Et la deuxième solution, c'est de ne pas le prendre en considération et c'est mieux parce qu'en fait, quand tu la commercialises, par exemple, tu ne connais pas les gens qui vont venir. Tu sais juste qu'ils ont envie de découvrir, qu'ils connaissent peut-être, qu'ils sont joueurs. Enfin, du moins, on l'espère parce que des fois, ça ne marche pas non plus. Il y en a qui ne sont pas joueurs et qui n'apprécient pas parce qu'ils sont… Voilà, ce n'est pas dans leur nature. Mais voilà, donc prendre en considération la vraie personnalité individuelle de chacun, c'est trop long et trop compliqué. Donc, vaut mieux que tu crées ton histoire selon tes contraintes qui sont déjà suffisantes de lieu, de temps, d'objectifs, etc. Super, merci. Je t'en prie. Alors, j'ai vu qu'il y avait plein de questions aussi dans le chat.
Alors, pour répondre à la temps de conception, c'est très différent, c'est très variable. Moi, mon objectif, ce serait de pouvoir concevoir à terme des murder parties en 3 heures avec une structure unique et une adaptation de l'histoire, des noms et des mobiles. Maintenant, après, c'est une utopie. J'y suis pas encore. À l'heure actuelle, il faut compter au moins 15 jours de travail à temps plein pour ça. Alors ensuite, il y avait les Home Escape, peuvent être des scénarios, mais le jeu doit être très bien conçu. Alors oui, il y a des jeux comme ça. Alors, il y en avait un, c'était Baker Street. Je l'ai eu. J'ai voulu y jouer. J'ai rien compris. Je l'ai refermé. Donc, il faut qu'il soit très bien conçu et surtout qu'on ait les éléments suffisants pour comprendre en autonomie en tant qu'enquêteur. Voilà. Et en plus, sur les modes jeux de société, il y a un gros risque de si quelqu'un comprend pas quelque chose, ça gâche la soirée quand il n'y a pas quelqu'un pour débloquer. Donc, c'est un peu le problème aussi là-dessus. C'est ça. Alors, vu le temps que tu passes à concevoir et tester, tu vends combien de murder party? Alors, moi, je suis très honnête, je viens de me lancer, hein, d'accord? C'est quelque chose sur lequel j'ai réfléchi. Et je vends une murder party selon les conditions et selon l'adaptation demandée à 1 500 € TTC. Voilà. Sachant que c'est des tarifs de moi qui me lance à l'heure actuelle. Alors ensuite, le social deduction. Non, il y avait une question avant dans les plus hauts qui était un peu plusieurs personnes posaient la question de la différence murder party escape game parce que il y a pas mal d'éléments qui sont communs. Tout à fait. Alors pour ceux que ça intéresse, il existe il existe un très bon mix entre les deux. À Lyon, il y a un super escape game qui s'appelle le Démogorgon, qui est en fait inspiré de Stranger Things, qui est à Lyon. Et en fait, l'objectif n'est pas de s'échapper, mais de solutionner une énigme pour envoyer le Démogorgon dans la partie de son monde. Et donc, en fait, ça, c'est un bon compromis parce qu'on est à la fois sur un peu de l'escape, avec les mécanismes de l'escape, mais on a une enquête à résoudre, c'est-à-dire trouver la bonne formule, etc. Donc, en fait, ce sont effectivement des mécanismes qu'on peut trouver d'un côté comme de l'autre et qui sont hyper intéressants à voir. Donc, oui, si jamais vous savez faire des escapes, après, c'est juste adapté en murder, quoi. Peut-être pour compléter ta réponse, je pense que sur la murder, il y a une des choses quand même, on met quand même l'accent beaucoup sur l'immersion, la narration, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup d'efforts aussi des joueurs pour s'incarner un peu dans l'histoire, qui est quand même un parti pris assez différent de la grande majorité des escape games où finalement on est juste embarqué comme ça dedans avec un décor, mais nous-mêmes on se met pas forcément dans un personnage, même si on est dans une histoire, dans une escape game. Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi, donc, alors pour ceux qui font remplir des quiz avant les murder parties, c'est bien, ça aide le MJ. Après, il faut voir combien de temps on a. Si jamais c'est une murder party d'1 heure, est-ce que ça vaut est-ce que tout le monde va avoir le temps ou pas? C'est à définir ça vraiment, mais c'est un bon truc. Après, trouve-t-on facilement des murder parties partout en France? Alors, pas tellement, parce que ce n'est pas forcément très, très connu. La majorité des gens vont plutôt être sur de l'escape game ou sur des chasses au trésor. La murder party, ça a quand même... voilà, c'est encore assez confidentiel, même s'il y a quand même eu un âge d'or il y a plusieurs décennies. Ensuite, donc oui, Baker Street, il est super dur. Le coût de mon concept, c'est hors création graphique et hors matériel. C'est-à-dire que moi, je vends le mécanisme, je vends, mais je peux vous montrer parce que je n'ai pas grand-chose à cacher. Hop, je vais vous montrer ce que ça donne en termes de recherche. Alors, où est-ce qu'elle est cette murder party? Il faudra que je la retrouve, mais en fait, j'ai une murder party, par exemple, qui était sous format Word. Et la fameuse dont je parlais en termes de méthodologie pédagogique, où en fait, je n'ai pas eu le temps du tout de faire quelque chose Puis, je ne suis pas graphiste, hein, donc clairement, ce n'était pas mon truc. C'était juste pour une de mes amies qui voulait occuper sa fille pour Halloween.
durant les confinements. Et donc, j'avais fourni un fichier Word. Donc, ça, en fait, c'est ça. Vous avez le fichier Word, vous avez le déroulé du jeu, et après, c'est à vous de l'adapter, de potentiellement acheter du matériel. Par exemple, sur la Murder Party du château, on va acheter des coffres. Enfin, Florian va nous faire des coffres en bois. Donc, voilà, toute cette partie matérielle, c'est vraiment à part. Moi, je suis sur la conception uniquement. Alors, oui, ça, on va faire comme ça. Hop. Après, il y a eu micro-macro. D'accord, donc là, vous avez… Alors, vas-tu faire un métier, ta spécialité? Alors, j'en sais rien. Ce serait cool. Aujourd'hui, j'ai mon auto-entreprise alors, c'est écrivain, donc l'écriture de Murder Party fait partie de ces éléments-là parce que ce n'est pas un métier réellement avec un code NAF particulier, donc c'est pour ça que je suis partie là-dessus. J'ai calculé que si jamais je voulais vraiment en vivre, je pouvais essayer de me rapprocher des campings et faire des Murder Party pour les ados, notamment. Donc, on va dire que c'est à l'étude. À l'heure actuelle, je n'ai absolument aucun plan de fait, puisque pour tout vous dire, j'avais un plan A qui est tombé à l'eau. Donc, aujourd'hui, on va y réfléchir, mais ouais, c'est quelque chose qui me plaît bien. Ça booste un peu ma créativité et j'en ai besoin dans le boulot. Alors, je vois que Lauriane a déjà fait l'escape game du démon Gorgon. OK. Voilà, oui, alors bien sûr, il y a des enquêtes, c'est très à la mode aussi de faire des enquêtes à distance où vous avez, là pour le coup, vous avez tout qui vous est envoyé, etc. Alors, c'est dur de rentabiliser une murder. Oui et non. En fait, si vous faites une… alors, je vais dire pourquoi non, déjà. Quand je bossais à l'office de tourisme et on avait décidé de créer une murder, là, il y a par exemple Anatole qui est le spécialiste du jeu dans cet office de tourisme-là. Il a créé un escape game autour de la cathédrale Saint-Paul à Saint-Paul-Trois-Châteaux, autour d'un vol du retable, la veille de l'arrivée de Prosper Mérimée pour le classement de ce fameux retable aux listes du patrimoine, etc. Et en fait, en one-shot, on ne peut pas la rentabiliser, effectivement, parce qu'il faudrait la vendre assez cher. Par contre, l'objectif de ce genre de murder un peu, voilà, c'est de la faire plusieurs fois. Et c'est là où vous pouvez vraiment aller sur de la rentabilité. C'est comme quand on prépare une visite guidée, par exemple, et qu'il faut la faire plusieurs fois avant d'être rentabilisé sur les recherches qu'on a fait et du temps passé. Voilà, donc… parfait. Et quand tu veux concevoir une murder, tu recrutes en équipe, tu payes chaque personne par rapport à son apport. Alors, ça, c'est la grande question. En réalité, je fais ça toute seule dans mon bureau. Aujourd'hui, je fonctionne toute seule parce que, déjà parce qu'effectivement, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'éléments particuliers sur les murders et que quand on commence à travailler en équipe, des fois, on peut être gêné par la créativité des autres, donc la difficulté, elle peut être d'avancer. Mais par contre, moi, j'ai quand même besoin des autres pour pouvoir avancer dans mon histoire. Donc, en réalité, je ne travaille pas en équipe. Par contre, ça m'arrive d'en parler à mes amis pour qu'ils me donnent leur avis. Mais c'est pas, voilà, c'est 10 minutes où je leur dis, est-ce que tu penses que ça, c'est un bon mécanisme ou pas? Voilà. Donc après, c'est… Voilà, c'est un métier à inventer peut-être. Je pense qu'il y a plein de façons de faire selon Ouais. les gens et les équipes. Moi, j'en ai coécrite une petite, entre autres, où pour le coup, quelqu'un s'est plus chargé de la partie écriture et moi, j'ai plus pensé à comment on intégrait les gens, enfin toute la partie game design, plus comment on intégrait les gens, comment on faisait le rythme, etc. Et en fait, ça dépend… Mais effectivement, comme aujourd'hui, c'est aussi des petits… Enfin, c'est des projets aussi où, bah, effectivement, c'est ça. Au début, c'est aussi beaucoup plus simple de maîtriser tout bah, parce que voilà, ça limite le nombre d'interlocuteurs, etc. Mais C'est ça. yes. Voilà. Puis, tu auras l'occasion d'y répondre peut-être dans plus longtemps. Ben, avec plaisir, en fait. Hein. L'objectif, voilà, c'est si jamais vous avez besoin… Par exemple, Stéphane, tu m'avais parlé de cette murder party avec l'aspect pédagogique. Si jamais tu veux qu'on prenne le temps, un de ces quatre, et que je te montre un peu plus les mécanismes, etc. Alors, je ne dis pas que c'est parfait, mais au moins, ça a fonctionné. Et voilà, ça peut te donner une idée par rapport à ton projet à toi. Voilà. Yes.
Merci en tout cas de votre attention. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et, voilà. Yes. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Bah, Non, mais qui est le coupable alors? On ne sait toujours pas, finalement. C'est pas moi. Michael, à vous, à vous. Non, mais est-ce que tu as remarqué qu'Alexandre n'était pas là aujourd'hui? Il est mort. Mais c'est la victime, Alexandre. Ah, peut-être. On aurait dû faire ça. On lui a volé sa webcam, simplement. Yes. Ouais, de toute façon, bah, du coup, il y a le questionnaire. Et puis, bah, ceux qui veulent poursuivre aussi la conversation sur le Slack, moi, je posterai. J'ai quelques articles avec des petites ressources aussi quand je m'étais intéressé à la question que j'avais eue. Et puis, je pense que Céline a encore plus de choses après à partager, ou même si vous avez des questions en plus ou des choses pour poursuivre la conversation avec plaisir. Sur les prochains meet-up, bah, je vous laisse regarder sur le groupe meet-up. Je crois qu'on a surtout des cafés de la gamification et après, on aura de nouveau un meet-up sur les jeux détournés, je crois, dans les prochains avec Stéphane et Ingrid la prochaine fois. Donc voilà. Merci à tous. Oui, alors pour ceux qui me demandent comment rejoindre le Slack, je vous donne le lien tout de suite avant de couper. Hop. Alors, hop. Alors, si jamais, s'il y en a qui ne veulent pas ou qui ne l'ont pas, sur le site feedback, maintenant, c'est bon, sur l'onglet communauté. Mais donc là, vous avez tout. Et donc, ouais, n'hésitez pas, le Slack, le groupe Meetup aussi, pour savoir quand il y a d'autres choses qui se passent. Et puis, avec plaisir pour une prochaine fois. Alors, juste petite rectification, Sévigné, c'est 17e, hein, c'est pas 18e. C'est la fin de journée. C'est pour tester si on suivait. C'est ça. Bonne soirée à tous. Merci et au plaisir. Bonne À bientôt. soirée. Au revoir. Bye.